Non, mais ça ira. Bonjour à tous, je pense que ça y est, vous m'entendez. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on démarre nos travaux, puisque la présidente a juste quelques secondes ou minutes de retard, donc je la remplace temporairement, et puis je reprendrai ma place, et bien sûr, elle reprendra la sienne. Mes chers collègues, nous reprenons donc ce matin nos travaux par une audition conjointe des représentants du syndicat professionnel de l'industrie chimique, organique de synthèse et de la biochimie, ou SICOS Biochimie, organisme qui représente donc les acteurs de la chimie fine en France. Nous recevons donc Monsieur Vincent Touraille, vous êtes président du SICOS, par ailleurs directeur de la transformation chez EuroAPI, leader mondial des principes actifs pharmaceutiques, issu de la récente scission d'une finale de Sanofi. Vous êtes également administrateur de France Chimie et de la Société française de chimie et membre également du conseil d'administration de l'association European Fine Chemical Group, l'équivalent européen donc du SICOS. Monsieur Frédéric Gaucher, vous êtes membre du SICOS, par ailleurs fondateur et président de l'entreprise de taille intermédiaire Minafin et élu président de France Chimie fin avril 2023. Monsieur Gildas Barrère, vous êtes administrateur du SICOS, par ailleurs secrétaire général du groupe Séquence et vice-président de l'EFCG. Messieurs, je vous remercie de vous être mobilisés pour cette audition ce matin au Sénat. Vous représentez un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement du médicament, à savoir l'amont de la filière, celui de la production des substances pharmaceutiques actives, les fameux APIs. Selon une enquête menée par le LIM en 2012-2013, 16% des ruptures d'approvisionnement de médicaments en France étaient causées par des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Vous nous direz donc si ce chiffre, qui n'est pas négligeable, est toujours valable. La première étape constitue sans doute la part la plus difficile à le relocaliser de la chaîne de fabrication du médicament pour des raisons diverses, principalement économiques, liées à la concurrence des pays à bas coût de main-d'œuvre et environnementales, liées au défi de l'acceptabilité de l'installation de sites chimiques sur le territoire. Alors si de manière générale, la production des médicaments consommés en France se fait majoritairement à l'étranger, ce constat est en effet plus incontestable encore pour ce qui est des substances pharmaceutiques actives. Suivant des données inlassablement commentées depuis maintenant des années, les pays asiatiques, Inde et Chine en tête, devenus leaders en 30 ans, concentrent 80% de la production mondiale en volume de principes actifs, inclus dans les médicaments, et 35% des matières premières utilisées dans la fabrication des médicaments en France proviennent d'Inde, de Chine et des États-Unis. Délocalisation et concentration ont conduit donc à une situation où, par exemple, selon le Parlement européen, la Chine et l'Inde fabriquent à elles seules 90% de la pénicilline, 66% du paracétamol et 50% de l'ibuprofène produits dans le monde. La moindre défaillance d'un producteur est dès lors susceptible d'entraîner des ruptures d'approvisionnement, particulièrement lorsqu'il se trouve en situation de monopole ou presque dans un de ces pays. Toute réflexion sur notre souveraineté sanitaire et industrielle doit évidemment partir de ce constat, d'autant que même lorsqu'il existe des sites français produisant des substances pharmaceutiques actives, il est fréquent que ceux-ci, en réalité, ne mettent pas en œuvre l'ensemble des étapes de la chaîne de fabrication, mais doivent s'approvisionner en intrants de base, voire en biens intermédiaires hors de l'Union européenne. Ces étapes sont d'ailleurs mal connues. Il n'est pas rare que les plans de gestion des pénuries des exploitants de spécialités pharmaceutiques mis sur le marché français ne remontent pas si loin, faisant de la partie chimique de la chaîne d'approvisionnement le point aveugle de la géographie du médicament, celui où les aléas liés à la qualité, au climat ou à l'actualité géopolitique fragilisent le plus la solidité du circuit de distribution. La chimie fine pharmaceutique, c'est-à-dire l'amont de l'industrie du médicament, n'a toutefois pas disparu de notre territoire et vous en êtes des exemples vivants. En tant que représentant de sites français, vous montrez un chemin dont nous avons pu éprouver l'excellence en visitant mi-avril les plateformes industrielles emblématiques de Vertolaye dans le Puy-de-Dôme où se trouve la plus grande usine française d'EuroAPI et de Roussillon en Isère où doit avoir lieu à partir de 2026 la production relocalisée de paracétamol sous l'égide de Séquence. Vous êtes donc les mieux placés pour nous éclairer très concrètement sur l'exercice de votre activité à la place qui est la vôtre, méconnue mais hautement stratégique dans la chaîne d'approvisionnement du médicament. Je vais donc vous céder la parole pour un bref propos introductif qui vous donnera l'occasion de nous présenter vos analyses et recommandations concernant la prévention et la gestion des pénuries de médicaments. Puis Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera une première série de questions. Je précise également que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat
Elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc chacun à votre tour à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Monsieur Touraille, Monsieur Gaucher, Monsieur Barrère. Je vous remercie et je vous donne immédiatement la parole. Madame la vice-présidente, Madame la présidente, et Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de nous accueillir ce matin pour parler d'un sujet qui est très important pour nous, hein, les principes actifs pharmaceutiques. Le SICOS, comme vous le savez, est le syndicat de l'industrie chimique organique de synthèse et de la biochimie. Il compte environ une quarantaine de sociétés adhérentes qui sont des filiales de grands groupes, des PME ou des entreprises de taille intermédiaire. Le secteur de la chimie fine fournit en intermédiaire et en matière active de nombreuses industries, dont la pharmacie bien sûr, la cosmétique, l'agroalimentaire ou des secteurs de pointe comme l'électronique. Le SICOS représente les industriels de la chimie fine pharmaceutique, c'est à ce titre que nous venons vous voir ce matin en France, et produit à la fois des molécules intermédiaires et des molécules principes actifs pour les marchés du générique ou des molécules innovantes. Avec la production d'intermédiaires et de principes actifs sur près de 80 sites, la chimie fine pharmaceutique en France est une industrie qui est présente sur l'ensemble du territoire, c'est assez réparti sur l'ensemble du territoire. Elle compte 10 à 12 000 emplois directs et un chiffre d'affaires global estimé entre 2 et 2,5 milliards d'euros par an. Bien avant la crise du Covid, le SICOS s'était mobilisé et engagé pour alerter sur un certain nombre de dysfonctionnements et s'est engagé dans l'analyse de moyens pour lutter contre les pénuries et le renforcement du tissu industriel en amont de la chaîne de valeur pharmaceutique afin d'assurer la souveraineté sanitaire de la France et de l'Europe tout en maîtrisant l'empreinte environnementale. En mai 2020, le SICOS avait déjà formulé 10 mesures clés pour le secteur de l'industrie de la chimie fine pharmaceutique qui, pour certaines, restent d'actualité et qui concernaient l'identification des médicaments critiques, le soutien au développement, le financement, la formation. Le SICOS participe au débat dans le cadre du comité stratégique de filière chimie matériaux et du comité stratégique de filière industrie de santé. Donc, nous sommes en interfilière, représentant à la fois de France Chimie et de la FEFIS. Et nous sommes très impliqués et pilotes dans le projet de relocalisation des API. Je vais laisser la parole à mes deux mes deux collègues pour la suite de la présentation. Merci Vincent. Donc peut-être pour mettre les choses en perspective avec ce que Vincent vient de dire, qu'est-ce que la chimie en France ? La chimie en France, c'est 225 000 emplois, dont 70% de cadres, de techniciens et d'agents de maîtrise. Donc c'est une industrie à emploi hautement qualifié. Deuxième chiffre important à connaître, c'est que l'industrie chimique française en 1990 émettait à peu près 60 millions de tonnes d'équivalent de CO2, gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nous sommes à 20 millions de tonnes. Donc nous sommes le secteur industriel qui a fait les plus gros efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 2/3. Et nous sommes en discussion avec le ministère pour réduire au moins encore de 40% ces émissions avant 2030. Donc nous sommes le secteur industriel le plus performant là-dessus. Et enfin, pour mettre en perspective avec les chiffres qu'a donné Vincent, le chiffre d'affaires total de l'industrie de la chimie en France, c'est 129 milliards d'euros l'année dernière, dont 81 milliards qui ont été exportés. Donc nous sommes la première industrie exportatrice de France. Alors, ce chiffre mis en parallèle avec le chiffre d'affaires cité pour les adhérents du SICOS montre que l'industrie de la chimie du médicament n'est que quelques pourcents, mais que c'est tout un écosystème et que cette activité est totalement dépendante de l'écosystème chimie. Vous l'avez rappelé, on est tributaire de ce que font les autres entreprises de la chimie pour faire nos principes actifs pharmaceutiques.
Sur cet aspect, nous sommes tout à fait en amont de la chaîne du médicament. Donc nous avons des usines pour fabriquer, qui sont des usines en général polyvalentes. Et vous avez visité Vertolaye, où vous avez vu les travaux à Roussillon. Ce sont des usines qui coûtent extrêmement cher en investissement. Donc nos activités sont par essence globales. Nous ne pouvons pas fabriquer un principe actif juste pour un marché, sinon nous n'arrivons pas à justifier les investissements colossaux qui sont à la clé. Le deuxième élément qui est important de connaître dans nos métiers, c'est que nous avons besoin d'un tissu d'entreprise parce que, pardonnez-moi la comparaison, vous l'avez vu, la chimie c'est un peu comme la cuisine. Vous ne faites pas cuire une pizza sur un barbecue et vous ne faites pas une grillade dans un four à pizza. Donc c'est exactement le même parallèle. Vous avez besoin d'une grande diversité d'équipements et c'est ce que chacun des adhérents du SICOS apporte aujourd'hui. Et puis nous avons deux business models. Le premier concerne tous les médicaments qui sont sous brevet. Et là, la propriété intellectuelle de la molécule appartenant à nos clients, nous sommes à ce qu'on appelle en market pool, c'est-à-dire que nos clients nous appellent, connaissent nos spécificités industrielles et nos capacités, et donc nous confient le projet. Ensuite, la molécule tombe dans le domaine public, et là, nous sommes en market push, puisque l'objectif est d'avoir le procédé le plus efficient possible pour alimenter le plus grand nombre de pharmaciens génériqueurs possible. Alors, ce qui est probablement très important, c'est que notre métier n'est pas d'inventer des médicaments, notre métier est de trouver les procédés pour les fabriquer. Donc, toutes les entreprises de ce métier ont des activités de R&D très importantes qui consistent à développer les procédés pour faire ces molécules. Et nous devons reconnaître que grâce au CIR, nous sommes dans des conditions favorables par rapport à la concurrence mondiale pour développer des procédés. En revanche, sur le plan industriel, on est un petit peu moins favorisé. Et là, je pense que vous avez entendu tout le monde vous parler des prix de l'énergie, des prix de la taxation des activités en Europe et également de tout un ensemble de contraintes qui pèsent lourdement sur nos prix de revient. Gilnas ? Alors, je vais juste aussi reprendre un petit peu la parole avant de passer la parole à Gildas. C'est juste sur les différents travaux qu'on a menés récemment. On a travaillé dans le cadre du projet des 2 contrats stratégiques de filière à une étude qui d'ailleurs a été versée au débat et sur lequel nous avons remis une copie, qui est une étude avec PwC, pilotée par le SICOS en collaboration avec le LEM et le GEM, avec le soutien du G5, qui a démontré les causes de vulnérabilité des chaînes de valeur sur la partie de production des API. Et qui a montré qu'elles étaient multifactorielles, mais principalement liées à des procédés complexes qui rendent la production européenne souvent peu rentable par rapport à ses concurrents asiatiques, à des contraintes réglementaires extrêmement élevées, à des temps de développement très longs, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières et une demande instable qui ne donne pas une visibilité souvent suffisante qui est nécessaire aux fabricants que nous sommes. Dans la poursuite de cette première étude, à partir d'une liste fournie par la DGE et la DGS ANSM sur les M6, MSIS. Une étude sur 20 substances a été finalisée début 2023. Nous vous l'avons également remise. Elle n'a pas encore été publiée, mais elle a été donnée à l'ensemble de nos adhérents. Et cette étude essaye de proposer des pistes concrètes pour sécuriser les chaînes de valeur correspondantes. Je voulais simplement insister sur un point. Cette étude qui porte sur ces 20 molécules est importante parce que pour nous, nous n'avons pas un accès immédiat aux besoins qu'il peut y avoir en principe actif. Bien évidemment, c'est notre travail de trouver quel principe actif nous devons développer sur les molécules matures, mais avoir une liste qui permette de passer de 4000 molécules MITM à 200, 300 molécules sur lesquelles nous pourrions travailler est un point qui est quand même assez important pour nous, compte tenu de l'intensité concurrentielle qui existe sur ces produits et du long temps de développement qu'on a sur une molécule. C'est presque 3 ans pour développer une molécule en partant de zéro. Voilà. Je vais passer la parole à Gildas qui va compléter les actions du SICOS concernant l'environnement et le plan carbone. Oui,
Je vais revenir rapidement sur les critères environnementaux et sociaux. 3 aspects à prendre en compte. Déjà, en termes de cohérence de politique publique, on ne peut pas demander à un acteur européen d'avoir les meilleurs standards environnementaux et de protection de ses salariés, mais acheter les principes actifs à des régions du monde qui ne les respectent pas. Donc ça, c'est le premier élément. Mais 2 éléments qui concernent plus particulièrement la partie votre commission d'enquête sur la pénurie de médicaments, c'est que sans critères environnementaux et sociaux minimum, on n'a pas de pérennité de la production. Et donc, on crée une vulnérabilité. On l'a vécu dans les années 2016-2017 avec le programme Blue Sky, lancé par la Chine, qui a revu à la hausse ses standards environnementaux. D'un coup, d'un seul, des milliers d'usines se sont retrouvées à l'arrêt et des pénuries ont commencé à émerger. Donc finalement, regarder et valoriser ces critères environnementaux et sociaux, c'est assurer une certaine pérennité. On parle et on galvaude souvent le mot de développement durable. Développement durable, c'est bien la pérennité de la production dans le temps et la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Et enfin, sur cet aspect critères environnementaux et sociaux, un dernier élément, c'est qu'aujourd'hui, sur les principes actifs, la plupart de nos clients ne regardent que le prix. Et les clients de nos clients, c'est-à-dire l'État français en l'occurrence, ne regardent aussi souvent que le prix. Et à la fin, le prix est le facteur déterminant. Or, les critères environnementaux et sociaux, je l'ai dit, peuvent avoir un impact sur la vulnérabilité des approvisionnements. Il est peut-être temps de les valoriser à leur juste valeur et ainsi de favoriser une production durable au sens propre du terme, c'est-à-dire qui respecte un certain nombre de standards qui assurent la pérennité dans le temps. Donc ça, c'est le premier point sur les critères environnementaux et sociaux. Et le deuxième point, comme l'a très bien rappelé Frédéric, on est dans une industrie globale et l'ensemble de nos productions, on est là, le syndicat de l'industrie de chimie fine. Donc on fait des volumes qui sont plutôt en petite quantité sur des usines polyvalentes. Notre terrain de jeu, c'est au minimum l'Europe et plutôt l'entièreté du monde. Donc régler les sujets au niveau uniquement de la France est certes un début, mais à la fin, il faut que les lois et les règlements soient portés au niveau européen. Déjà parce que les règles environnementales qui s'imposent à nous sont européennes, mais aussi parce que notre marché est européen. Et on a beaucoup de travaux au niveau européen dans le cadre de l'EFCG, avec notamment la promotion d'un Critical Medicine Act qui pourrait permettre d'amener les conditions d'une production durable de principes actifs en Europe. Merci beaucoup pour ces propos très complets et j'en profite pour vous transmettre mes excuses et remercier beaucoup Madame la vice-présidente d'avoir pallié ce retard indépendant de ma volonté. Donc merci Alexandra Borchio-Fontimp. Donc je passe ensuite la parole à Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, pour une première série de questions. Oui, merci messieurs. Donc moi j'ai à peu près 6 questions à vous poser. Je vais vous en poser une première série sur le prix. Je voudrais savoir quel est le différentiel moyen de prix entre les API fabriqués en Asie et en Europe par rapport à la France, parce qu'il est apparu au fil de nos auditions que le coût des principes actifs, en fait, ne représentait qu'une faible part du prix de revient du produit fini. Donc, quel est le poids de cette différence dans le prix fabricant hors taxe du produit fini? Ça, c'est ma première question concernant le prix. Quelles sont en fait, par ailleurs, quelle évaluation plutôt faites-vous sur... attendez, je voulais vous poser sur le prix, donc je continue sur le prix. Que pensez-vous de la proposition qui consiste à corréler les prix à la localisation des sites de production avec des prix différenciés? Vous l'avez un peu dit, hein, Monsieur Barrère, et on en avait parlé quand on était allé sur le site, je crois, de Séquence. Hein, c'est finalement, effectivement, tenir compte des critères environnementaux et sociaux exigeants. Finalement, pour nous, c'est tout à fait positif. Mais donc, comment est-ce qu'on peut
est-ce qu'on peut faire? Et finalement, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir sur les boîtes de médicaments, en quelque sorte, un label? Est-ce que ça serait pertinent, un marquage, oui, un label, signifiant donc que c'est une production européenne, voire encore plus finement que c'est une production française? Ma troisième question, toujours sur les prix, c'est finalement que valent les engagements d'achat qui sont censés offrir des débouchés à long terme à l'industrie française relocalisée ou non délocalisée face à la concurrence des pays à bas coût. Je pense particulièrement effectivement au paracétamol, toujours produit par Séquence. Quand effectivement il y a eu cette réimplantation à Roussillon, il y a eu un certain nombre d'engagements fermes, me semble-t-il, de la part notamment de Sanofi évidemment et du PSA. Mais qu'en est-il réellement? C'est-à-dire jusqu'à quelle échéance en fait ces engagements durent? Parce qu'on a un souci lors de nos auditions, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des moyens financiers qui sont donnés, il y a des engagements qui sont pris, mais il peut y avoir un risque ensuite d'ici 2 ans, 3 ans de délocalisation à nouveau. Donc quelle garantie vous avez? Parce qu'à partir du moment où il y a un effort de fait, il faut évidemment s'assurer le marché. Alors en France, je pense qu'il y a un facteur qui est très positif dont vous n'avez pas obligatoirement parlé, c'est le volume. Mais voilà, donc c'est ces 3 questions sur les prix et ensuite je vous poserai 3 autres questions. Monsieur Touraille. Merci Madame la rapporteure. Concernant la première question, différentiel de prix, je pense qu'on va prendre 2 exemples bien connus de mes deux collègues. Je vais passer la parole à Frédéric pour ça. Alors, je vais vous donner les informations économiques concernant une molécule dont vous avez déjà parlé dans cette commission, qui est les oméprazole ou l'inexium, puisque nous sommes fabricants des oméprazoles et nous assurons à peu près plus du tiers des volumes mondiaux dans l'usine de Dunkerque. Alors, je me suis intéressé à la question dans la préparation de cette enquête et aujourd'hui, si vous achetez de l'ésoméprazole générique par boîte de 28 comprimés dosiés à 40 mg, vous avez un prix avant honoraire de dispensation de 4,04 €. Voilà. Donc ça, vous allez sur Internet, vous trouvez ce prix avant honoraire de dispensation. Alors pour que vous ayez un ordre de grandeur, les oméprazoles, si vous voulez payer la recherche, si vous voulez payer les investissements industriels et continuer à pouvoir financer des activités de développement de procédés pour continuer à proposer au marché des molécules qui sont génériques, c'est à peu près de l'ordre de 340 € du kilo. Alors si vous faites le calcul, ça représente 17 centimes sur les 4,04 que je vous ai donnés. Donc je pense que nous ne sommes qu'un élément économique de la chaîne totale d'approvisionnement du médicament. Et je le rappelle, le prix est avant honoraire de dispensation. Alors, ce qui est intéressant, c'est la comparaison avec l'Asie. Et l'Asie, vous allez trouver des prix qui vont jusqu'à moins de la moitié de ce prix de 340 que je vous citais. Et nous avons même des cas où il existe des possibilités d'approvisionner en Asie des qualités qui sont égales au prix des matières premières. Donc, ce qui veut dire que vous avez dans la chaîne du médicament des fabrications à plusieurs vitesses de qualité et que pour l'apprécier pleinement, c'est ce que Gildas disait, il y avait tous les aspects RSE, mais il y a tous les aspects de traçabilité qui sont aujourd'hui impossibles à gérer. Donc il faut savoir qu'il y a une grande disparité et que là, sur cet exemple très concret, vous vous rendez compte des enjeux économiques. Mais encore une fois, pour nous, même si on avait des clients qui vendaient en France, ce serait 17 centimes par boîte. Il faut savoir que nous assurons au moins un tiers de la demande mondiale, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de clients à travers le monde qui sont sensibles à notre qualité, au fait qu'on respecte les enjeux RSE,
mais que ceci n'est pas pris en compte au niveau de l'État français. Donc aujourd'hui, on peut être en pénurie des oméprazole. Vous le trouverez en parapharmacie. Là, vous ne le paierez pas 4,04, mais 28 ou 30 € la boîte. Mais pour vendre à ce prix-là, nous n'avons pas de clients intéressés à le faire sur le marché français. Sauf si vous voulez réagir. Peut-être également pour illustrer, donc sur nos métiers, comme on l'a dit, on fait des principes actifs pour les métiers génériques et des principes actifs pour les métiers innovants. En fonction de la complexité de la synthèse de la molécule, nos gros postes de coût sont d'abord, bien sûr, l'énergie, la partie sociale pour les molécules les plus complexes, puisqu'on est sur des métiers de chimie fine qui restent assez manuels, et également les matières premières que l'on achète et qui sont en général des matières de commodité, qui sont disponibles sur toute l'Europe, mais au prix européen par rapport au prix asiatique ou au prix américain. Donc aujourd'hui, sur la plupart des molécules, ce qui a été vu dans l'étude PwC, c'est qu'on a un différentiel de compétitivité par rapport à l'Asie de l'ordre de 30 à 40% sur la plupart des matières actives. Et là où on peut gagner en compétitivité, c'est ce qu'a rappelé M. Gaucher tout à l'heure, c'est le développement de nouveaux procédés qui sont plus efficaces, plus performants et sur lesquels on arrive à valoriser une performance environnementale et une performance sociale meilleure. Et sur les gros différentiels de compétitivité, l'énergie par rapport à l'Asie commence à en être un, ça n'en était pas. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'en est un. Les matières premières qui sont dérivées de l'énergie n'étaient pas un sujet il y a 5 ans, aujourd'hui en deviennent un. Et donc, aujourd'hui, les facteurs de compétitivité les plus durables, enfin ceux qui sont historiques et durables, c'est vraiment l'aspect social et l'aspect environnemental avec la gestion des effluents, la gestion des COV, la gestion des déchets. Et je compléterai enfin pour ma société, pour juste vous donner une ordre d'idée. Les corticostéroïdes que nous fabriquons sur le site de Vertolaye sont également en très forte concurrence par rapport à l'Asie, avec des différentiels de prix qui peuvent être du double ou quasiment parfois du triple. C'est aggravé par le fait que les étapes de fabrication sont longues, il y a 30, 40 étapes de fabrication, et donc le poids social, en même temps que le poids des investissements et le poids du traitement des effluents, est un poids qui est extrêmement important. Et donc, je pense que dans bien des cas, si nous étions tous, je dirais, sur les mêmes critères, je pense que le différentiel serait beaucoup plus faible parce que nous sommes des industries performantes, mais dans bien des cas, nous sommes effectivement vraiment, je dirais, amputés d'un certain nombre d'avantages du fait d'une concurrence qui est souvent un peu déloyale d'un point de vue et social et environnemental. Peut-être pour répondre à votre question, Madame la rapporteure, la dernière en tout cas, je pense qu'effectivement l'État est le donneur d'ordre, in fine, et donc il nous paraîtrait essentiel, comme à l'instar de la plupart de nos clients, vous intégriez effectivement les critères RSE dans l'adjudication des marchés. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes qu'un élément de la chaîne d'approvisionnement. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait des accords tripartites entre l'État, le pharmacien et le chimiste. Parce que sinon, rien n'empêche de continuer nos clients à acheter librement les principes actifs là où c'est le moins cher, puisqu'il n'y a pas d'autres contraintes sur le cahier des charges. Je reviens sur votre deuxième question qui consiste qui consiste à éventuellement faire figurer sur la boîte du médicament le lieu d'origine. Dans le premier CSIS, c'est une proposition que nous avions faite, qui n'avait pas été suivie des faits. Ça présente des avantages parce qu'effectivement, expliquer aux patients d'où vient le principe actif, ça peut l'intéresser. On le fait bien pour un certain nombre. On va acheter une chaise, on regarde ou un vêtement, on regarde d'où ça vient et c'est obscur sur les principes actifs. Je ne pense pas que ça soit la panacée. L'option qu'on avait prise est de dire que ça pouvait être un mécanisme optionnel pour les fabricants,
pour les laboratoires pharmaceutiques, sachant qu'il faut quand même arriver à tracer et identifier, je pense, d'où viennent les principes actifs, mais il y a également les excipients. Il n'y a pas que les principes actifs, il y a également... C'est pour ça que le sujet est très large et mérite réflexion. Je vais passer la parole par contre à Gildas sur la partie engagement et l'exemple du paracétamol. Alors, que valent les engagements long terme? Je passerai la parole, je vous remercie. Donc, que valent les engagements d'achat long terme sur le projet paracétamol? Déjà, on a des vrais contrats long terme engageants avec Sanofi et UPSA qui ont souhaité s'engager sur le long terme avec nous. L'ordre de grandeur de l'engagement est autour de 10 ans. On n'a pas le droit de communiquer sur la durée exacte, mais l'ordre de grandeur est autour de 10 ans. On pourra vous communiquer les informations à titre confidentiel. Donc c'est un vrai engagement long terme pour ce projet-là. Et ensuite, le meilleur engagement de pérennité, c'est de pouvoir assurer la compétitivité et la durabilité de l'installation. Aujourd'hui, grâce à l'innovation de procédés, puisqu'on met en œuvre un nouveau procédé de production qui n'est pas le même que celui qui est fait par nos concurrents en Inde, en Chine et aux États-Unis, on arrive à un niveau de compétitivité satisfaisant pour nos clients, d'autant plus pour nos clients qui valorisent l'aspect environnemental et l'aspect local. Et UPSA et Sanofi font partie de ces laboratoires pharmaceutiques qui valorisent clairement, ils sont capables de valoriser la localisation de la production et une empreinte carbone réduite, puisque ce projet permet de réduire l'empreinte carbone d'à peu près 75% sur le principe actif. C'est quelque chose que Sanofi et UPSA valorisent. Donc c'est la meilleure garantie de durabilité de leur engagement, c'est de leur assurer la compétitivité sur le long terme. Ce que je voulais également ajouter sur ce point-là, c'est que nous sommes des industriels, comme le rappelait Frédéric, nos investissements sont très lourds et dès qu'on a investi sur un site de production, notre but, c'est de faire tourner au maximum nos unités. Et il y a peu de chances que quand on a développé, l'investissement est très lourd, un nouveau produit, il y a peu de chances qu'on revienne en arrière et qu'on arrête de le fabriquer, sauf si vraiment il n'y a vraiment plus de clients. Mais notre but et notre marché mondial, c'est si on n'arrive pas à vendre en Europe, on vend aux États-Unis ou on vend même parfois en Asie. Et donc ces points-là sont des points qui sont importants. On essaye de fabriquer au maximum. La rentabilité de notre secteur est vraiment due à l'occupation maximale des capacités de production que nous avons. Avez-vous d'autres remarques? Donc là, je vais vous poser deux questions, plus sur la chaîne finalement de production. Quelles sont, la première question, c'est quelles sont les obligations finalement qui pèsent sur vos adhérents en matière de signalement des ruptures et risques de rupture d'approvisionnement? Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question, quelle appréciation faites-vous des inspections qui sont conduites par l'Agence nationale de sécurité des médicaments en vue justement de contrôler les bonnes pratiques de fabrication, notamment des sites de production de matières premières? Donc, c'est mes deux questions concernant la connaissance de la chaîne de production. Alors, je vais vous répondre sur un point. J'ai plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine-là. Nous étions confrontés au début des années 2000 à une forte délocalisation vers l'Asie et le critère principal était, là on parle d'environnement, on parle de choses comme ça, mais c'était la qualité. C'est-à-dire que nous avions des concurrents asiatiques qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient d'un point de vue qualité, alors que nous étions contraints par la FDA, par l'ANSM, par un certain nombre de critères extrêmement précis et très rigoureux. Par contre, en Asie, vous aviez des gens qui faisaient un peu comme ils voulaient. Ils avaient des showrooms, ils faisaient dans d'autres usines. Enfin, et le point clé, ça a été notamment sur l'héparine, un problème aux États-Unis avec de nombreux décès aux États-Unis. Et d'un seul coup, la FDA qui se rend compte que les audits qu'ils faisaient en Asie n'étaient pas suffisants. C'est-à-dire que c'est très compliqué. On va en Asie, on est avec des gens qui parlent chinois, qui parlent peu, ils ont des traducteurs.
on vous amène là, on vous amène là, c'était très compliqué. La FDA s'est dit, à ce moment-là, il faut absolument que j'ai des gens sur place et que j'investisse massivement. Le principe américain était de dire, je vais ne pas faire supporter ça aux contribuables et je vais faire payer l'industrie. Et donc la règle qu'on a appelée des GUFA a été mise en place, qui imposait à toute société dans le monde qui fabriquait des principes actifs pour les États-Unis de d'abord répertorier son site, de payer annuellement une fee, ce qui n'est pas énorme, c'est 50 000 $ ou autre chose comme ça, mais c'est un paiement qui stipule que votre site va exporter vers les États-Unis et d'enregistrer chacun des produits dans les Drug Master Files américains en payant chaque année pour pouvoir exporter. Ça avait un immense avantage, c'est que ça rendait totalement visible les différents acteurs qui se trouvaient en Asie. Et ce que je peux vous dire, pour avoir étudié ça un peu avant les années 2000, c'est que dans bien des cas, on était confronté sur des produits à des gens qui faisaient dans l'arrière-cour de leur jardin quasiment. Et d'un seul coup, le nombre de concurrents que nous avions, dès l'instant où ces règles ont été mises en place, est passé à, de 4000 peut-être sociétés, on est passé à 500. C'est-à-dire que d'un seul coup, je dirais, la concurrence s'est professionnalisée en quelque sorte, et comme conséquence, ça a eu que de nombreux donneurs d'ordre ont décidé de continuer d'approvisionner en Asie sur des sociétés, mais on fait un backup d'approvisionnement en Europe, de façon à avoir une deuxième source qui se trouvait être européenne, parce que je dirais, les règles qualité étaient beaucoup plus transparentes. Et cette transparence des règles de qualité a un peu sauvé notre industrie dans le début des années 2010, puisque d'un seul coup, un certain nombre de marchés sur les molécules matures sont revenus en Europe, principalement du fait que les critères qualité nous mettaient au même niveau que nos concurrents indiens et chinois, ce qui n'était absolument pas le cas une dizaine d'années auparavant. Donc voilà, je faisais juste cette petite histoire. Et dans les inspections, je dirais que ça s'est énormément professionnalisé. Vous savez qu'il y a la reconnaissance mutuelle. L'Europe n'a pas choisi ce principe des GUFA avec payés par l'industrie, en fait, mais nos agences travaillent, je dirais, conjointement avec les agences américaines. Il y a un certain nombre de reconnaissances mutuelles d'audits qui se font et beaucoup plus de signalements qui se font dans et je peux vous dire que chaque fabricant que nous sommes, quand une unité de l'ANSM ou de l'AFDA vient sur nos sites, tout le monde est au garde à vous parce que c'est un point extrêmement important et il y a peu de choses qui passent au travers des mailles du filet. Donc je trouve que c'est assez efficace. Pour les obligations sur les adhérents et sur les ruptures, en fait, ça tient en fait à nos responsables assurance qualité qui informent la NSM s'il y a un vrai problème de production. Mais je ne crois pas que ça aille au-delà, à moins que... on n'est pas intégré dans la chaîne. Et puis vous savez que nous vendons souvent à des sous-traitants dits CDMO qui font la galénique. Et ensuite, il y a le laboratoire, il y a tout le stock qu'on ne maîtrise pas. Nous sommes... je l'ai vu pour ma société dans le cadre du Covid, on avait constitué un stock concernant la morphine au cas où. Et c'est vrai qu'on a beaucoup vendu de morphine à ce moment-là parce qu'il y avait des gros besoins et on l'avait un peu, je dirais, anticipé par nous-mêmes. Mais il y a peu d'organisations qui concernent je dirais, la préparation de certaines éventuelle rupture ou surconsommation ou la mise en stock de ce type de produit. On est très peu impliqué dans la chaîne du médicament aval. Ok. Monsieur Barrère. Oui, peut-être pour revenir sur les règles GMP, donc les Good Manufacturing Practice ou les bonnes pratiques de fabrication en français. On voit que c'est une démarche qui a visé à aligner les critères qualité pour s'assurer que les patients, que ce soit aux États-Unis d'abord, puis en Europe, aient un niveau de qualité irréprochable sur la substance active. Quelque part se pose la question, est-ce qu'on peut étendre ces Good Manufacturing Practice à des critères absolument essentiels que sont la sécurité d'approvisionnement, la vulnérabilité de la production, voire même, mais là ça peut aller relativement loin, mais voire même des critères environnementaux, des critères sociaux.
non pas dans une démarche d'aller imposer des règles à d'autres pays, ce n'est pas la vocation de ces Good Manufacturing Practices, mais à partir du moment où le critère de sécurité d'approvisionnement devient pratiquement aussi important que le critère de qualité, il pourrait être opportun que des inspecteurs aillent vérifier que la production est pérenne. Et dans la pérennité figurent des critères environnementaux et sociaux. Monsieur Gaucher. Oui, peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, vous avez souligné le rôle de l'ANSM. La mission de l'ANSM est effectivement indispensable. Elle s'inscrit, comme on vous l'a rappelé, dans un contexte où il y a eu une rationalisation mondiale des règles d'assurance qualité. Il y a très peu de disparité d'une agence à l'autre, donc il y a une belle homogénéité, donc nous sommes comparables. En revanche, la mission de l'ANSM s'arrête à l'assurance qualité de la chaîne du médicament. Elle n'a pas de mission pour savoir quelles sont les règles sociales en vigueur chez le fabricant, quelles sont les règles environnementales, quelles sont les règles de recherche pour mettre au point les molécules qui sont fabriquées. Donc je pense que là-dessus, on ne peut pas attribuer à l'ANSM un rôle qu'elle ne peut avoir. Et donc je pense que l'effort doit porter sur la prise en compte correcte de ces éléments. Beaucoup de nos clients le font, et ça c'est essentiel. Je peux revenir une dernière fois sur l'exemple de l'ésoméprazole. Vous pourriez vous interroger, vous l'avez compris, nous sommes plus chers, pourquoi on a une telle part de marché? Parce que précisément la FDA, il y a une dizaine d'années, a arrêté l'usine de notre concurrent indien Ranbaxy. Et donc du jour au lendemain, nous avons dû reprendre la production qui se faisait en Inde sur des critères d'assurance qualité. Je pense que s'il y avait des critères autres que l'assurance qualité qui pouvaient être intégrés, nous aurions une bien meilleure capacité à assurer la production du médicament. Et ne perdez pas de vue que tous nos clients ne sont jamais monosourcés. Donc pour nous, dire si on crée un risque de rupture, c'est compliqué. Il y a quelques cas où on est fabricant unique, mais c'est très, très limité. Très bien. Alors, une dernière question, enfin une dernière pour le moment, et puis je passerai la parole à Bruno Belin. Oui, on a donc effectivement beaucoup parlé des critères sociaux et environnementaux, et on l'avait vu quand on s'était déplacé sur le site de Séquin. Ça avait été l'objet de nos échanges, enfin une partie de l'objet de nos échanges. Et on voit bien que depuis la crise de la Covid, il y a effectivement une prise de conscience, je dirais mondiale, de modifier les choix qui ont pu être faits concernant notamment les délocalisations. Donc on reparle beaucoup d'une relocalisation, donc on l'a vu, vous avez donné des exemples, et c'est une bonne chose. Et ces relocalisations, elles peuvent effectivement être importantes en France, mais on sait pertinemment, et là aussi vous l'avez souligné, que ça ne peut pas être l'objectif. C'est-à-dire tout ne peut pas être relocalisé en France, ce serait complètement absurde et personne n'y pense. Donc il y a au moins une relocalisation, on va dire, au niveau européen et plus large, mais en tout cas ce qui nous intéresse, c'est plutôt une relocalisation au niveau européen. Et justement, je voudrais vous demander, parce que vous avez donné des exemples, Monsieur Gaucher, enfin des chiffres plus exactement, en disant que vous aviez été quand même très performant par rapport à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, puisque c'est 60 millions à 20 millions de tonnes, c'est quand même colossal. Et justement, je voudrais peut-être avoir un peu plus d'éléments sur ces questions-là, concernant le développement de technologies dites vertes, puisque selon une étude réalisée par le cabinet PricewaterhouseCoopers, la mise à niveau environnemental et la décarbonisation des procédés de production engendrent des surcoûts de 30% environ sur les dépenses d'investissement et d'exploitation pour les principes actifs produits en Europe. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer ou pas les chiffres que je vous donne? Et en tout cas, est-ce que dans ces surcoûts, vous les avez intégrés effectivement au niveau des industriels de la chimie pharmaceutique? Je vous remercie. Bruno Belin.
Merci Madame la Présidente. Merci messieurs pour votre présentation. Si j'ai juste une réaction par rapport tout à l'heure où j'ai sans doute mal compris dans les propos de Monsieur Gaucher sur les oméprazole. Vous avez parlé en fin de chaîne qu'on pouvait le retrouver en parapharmacie. Vous avez raison, c'est l'oméprazole aujourd'hui. Mais on trouve dans le monde les oméprazole en parapharmacie aussi. Ah oui, non, mais genre drugstore, mais pas en France. Mais pas en France. Alors, on va mettre un tout petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Quand vous parlez dans votre micro, parce que voilà, je mets un petit peu de... Vas-y, vas-y Bruno, tu peux continuer. C'est juste une incompréhension de ma part, donc, mais pardon d'être quasi formel, je pense qu'il est en OTC, il y en a une excellente officine, mais il n'est pas en para. Et donc, il ne se fait pas dans les prix que vous annoncez, ou alors il m'a échappé quelque chose, mais j'ai entendu 28 euros, 28, oui c'est ça, 22 ou 28 euros, plus de 20 euros. Non, c'est pas ces prix-là, hein, enfin pas à ma connaissance. Donc Mélanie Vogel, on va faire le tour des questions. Donc, merci beaucoup, je vais être très rapide. C'était pour revenir sur ce que vous avez décrit dans le rôle que vous jouez ou que vous ne jouez pas, dans le fait d'avertir quand il y a un danger sur la disponibilité d'un médicament qui pourrait avoir comme source votre industrie. C'était juste pour savoir, est-ce que malgré le fait que vous n'avez pas un rôle officiel, c'est ce que vous nous dites, dans avertir les autorités publiques sur le fait qu'un problème de production dans vos unités peut amener à une pénurie de médicaments à la fin. Est-ce que vous faites quand même ce monitoring? Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes en capacité, vous avez les informations sur vos unités de production pour dire, attention là, ce principe actif, on a un problème et on sait qu'il va y avoir un problème à la fin de la chaîne. Et la deuxième question, qui est simple, mais j'imagine que la réponse est compliquée, est-ce que vous savez nous donner une idée du rôle que jouent en moyenne dans la pénurie de médicaments votre industrie? Est-ce que ce que vous produisez, vous, à quel point ça joue un rôle dans les pénuries en général? Est-ce que c'est une toute petite partie des pénuries qui sont liées à votre industrie? Est-ce que c'est majeur, etc. Merci. Et Corinne Imbert. Merci Madame la Présidente, merci messieurs. J'ai 4 questions assez courtes, mais 4 questions quand même, si vous le permettez. D'abord, comment doit se traduire concrètement la prise en compte des critères environnementaux et sociaux? Parce qu'on entend, je partage, hein, mais concrètement, dans la vraie vie, comment ça doit se concrétiser? Quels pays prennent aujourd'hui ces critères en compte? Pourquoi aujourd'hui, de façon très pratique, pourquoi aujourd'hui avons-nous toujours des ruptures d'approvisionnement de prednisone, par exemple, de prednisone, Cortencil et compagnie. Et que représente dans votre activité la part de production des médicaments dits matures? Je vous remercie. Voilà, je vous passe la parole et puis peut-être qu'il y aura une autre série de questions. Moi, j'ai quelques questions à poser également. Monsieur Touraille. Oui, merci. Alors, pour reprendre les questions un petit peu dans l'ordre que vous nous avez donné, en fait, le monitoring que l'on peut faire, sommes dans la chaîne, vraiment en amont de la chaîne. Il est rare, mais vraiment extrêmement rare, qu'on ne soit pas capable de fabriquer, enfin qu'on soit bloqué sur une fabrication pendant 1 an, 2 ans. C'est vraiment des cas extrêmement rares. Ça peut arriver, on ne l'exclut pas, mais je pense que ça se compte vraiment sur les doigts de la main. Il peut arriver qu'on ait des retards, des non-conformités sur certains médicaments, ou dans certains cas, ça a été le cas sur les sartans, la règle des nitrosamines qui s'applique, qui impose qu'un certain nombre de travaux soient effectués au niveau R&D et industriel pour baisser le niveau de nitrosamine dans toute l'histoire qu'il y a eu sur les sartans. Donc ça peut arriver, mais nous sommes vraiment très en amont, et je dirais que bien sûr que nous pouvons être à l'origine des ruptures, mais quand nous fabriquons, je dirais en Europe, il est extrêmement rare
que nous engendrions des ruptures sur les chaînes de médicaments. C'est vraiment extrêmement rare. Il n'empêche, et je reprends votre cas sur, par exemple, le cas de la prednisolone, qui est un produit que nous fabriquons sur le site de Vertolaye. Il peut y avoir des ruptures. Ce n'est pas dû au fait qu'il y ait une rupture sur le principe actif. Il y a toute une chaîne ensuite nous fournissant la matière première, mais je dirais que nous sommes... les ruptures qu'il peut y avoir sur ces produits-là sont dues à la galénique, sont dues aux clients qu'on peut avoir, mais pas à un manque de principe actif. Pour autant, on est dans des cas de figure sur ces médicaments, on l'explique bien dans les études que l'on a fait, on est sur des chaînes extrêmement longues de fabrication où vous pouvez avoir de 12 à 18 mois de chaînes de fabrication, donc des écarts très importants de demande peuvent entraîner des tensions, mais rarement des ruptures. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce point-là. Donc le rôle joué par nos industries dans les pénuries, je pense que le LEM avait fait une étude et avait dit que 15% des pénuries, c'était environ un problème manufacturing. Donc il existe des cas où, ici ou là, mais ce ne sont pas des pénuries longues. Dans ce cas-là, c'est plutôt des tensions. Voilà, c'est ce que je dis. Et donc voilà, c'était le point. Voilà, peut-être que Gilda, tu peux compléter sur la partie. Oui, monsieur Barret. La deuxième partie. Alors sur la prise en compte concrète des enjeux environnementaux et sociaux, qui rejoint un peu votre question sur le surcoût de ces environnements. Alors la première chose qu'on propose, nous, c'est d'établir des standards, puisque dans un impact environnemental, vous allez avoir les émissions de CO2, vous allez avoir la consommation d'eau, vous allez avoir les émissions de COV, la quantité de déchets, le traitement de ces déchets, la quantité de déchets dangereux, etc., etc. Et à la fin, il faut bien établir une note selon des standards internationaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de standards internationaux. Donc nous, quand nous devons envoyer des standards à nos clients, on a des demandes client par client et on leur reporte, par exemple, les émissions de CO2 en kilos par kilo de notre produit, la consommation d'eau, etc. Et eux établissent une note et valorisent ainsi une production durable par rapport à une production qui ne l'est pas selon leurs critères. Mais il y a une urgence à établir des standards. Ensuite, comment on valorise ces standards? Une fois qu'on a des standards, qu'on a quelqu'un qui a une note de 90 et l'autre qui a une note de 80, comment vous valorisez le différentiel? Là, la question est liée au surcoût que ça engendre d'atteindre ces standards, mais est aussi liée à comment vous, puissance publique, vous valorisez cette durabilité. Est-ce que c'est sur une matière active dont l'impact sur le prix final sera relativement faible et vous pouvez la valoriser très fortement? Est-ce qu'au contraire, ces critères environnementaux, ou est-ce que ces critères environnementaux peuvent avoir un impact très important sur la sécurité d'approvisionnement? Dans ce cas-là, vous le mettrez plus élevé, mais là, forcément, ça doit faire partie des missions des personnes qui fixent le prix des médicaments. Ce n'est pas à nous, industrie, de valoriser ce qu'on vous apporte en termes de sécurité d'approvisionnement et de durabilité. Et enfin, dernier point sur le surcoût des technologies vertes. On n'a pas de chiffres donnés, ça dépend des procédés. Comme je l'ai dit sur le paracétamol, on arrive à isocompétitivité avec un soutien de l'État au CAPEX. Sans le soutien de l'État à l'investissement, on ne serait pas à isocompétitivité puisqu'on devrait rentabiliser une grosse partie de l'investissement sur du temps long. Donc ça donne une idée, le soutien sur ce projet étant d'à peu près 30% à l'investissement, ça donne une idée du différentiel possible. Ensuite, à ISO procédé, ça va dépendre évidemment du coût de l'énergie verte par rapport au coût de l'énergie non verte, du coût des matières vertes par rapport au coût des matières non vertes. Donc c'est très dépendant d'une molécule à l'autre et c'est un peu difficile de vous donner un chiffre comme ça. Le 30% de PWC vient d'une moyenne d'un certain nombre de principes actifs et d'un certain nombre de chaînes de valeur étudiées. Malheureusement, notre métier, au-delà d'être très chimie fine et encore, entre guillemets, un peu artisanal, il a aussi une particularité, c'est que les chaînes de valeur sont très différentes. La chaîne de valeur des antibiotiques avec la fermentation a une structure de coût qui est quand même très différente des installations qui sont sur des usines dédiées comme le paracétamol, l'aspirine ou l'ibuprofène, où c'est des installations dédiées qui font qu'un seul produit, et de la majorité des principes actifs dites petites molécules chimiques qui, elles, sont sur des usines polyvalentes.
avec dans ces conditions, des enjeux de compétitivité coût et des enjeux de décarbonation très différents par rapport aux deux autres. Donc, pas de réponse unique et un ordre de grandeur autour de 30%. Et enfin, sur la part générique, non générique sur nos activités, nous, à la fin, que le médicament soit sous-brevet ou pas, ce sont plus ou moins les mêmes technologies sur des usines polyvalentes, donc ça va dépendre de la demande, des projets. Donc chaque industriel a des taux très différents. Monsieur Gaucher. Pour compléter ce qui vient d'être dit, d'abord, monsieur le sénateur, je suis désolé, je suis chimiste, donc j'ai confondu parapharmacie, médicaments vendus sans prescription et médicaments non remboursés. Pardonnez-moi. Donc là, il s'agissait de versions non remboursées, que j'ai appelé parapharmacie. Désolé. Donc pour répondre pour peut-être compléter sur les investissements, puisque moi je pratique ce métier depuis plus de 30 ans maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que nous avons eu une hausse continue des investissements, puisque un chiffre clé qui est très utilisé quand on fait nos estimations d'investissement, c'est de prendre le coût d'un appareil, par exemple un réacteur, vous en avez vu à Vertolaye-Nombre ou à Roussillon. Et quand j'ai débuté ma carrière il y a 30 ans, on prenait le prix de l'appareil, on multipliait par 3 et on savait ce que coûtait l'investissement. Il y a une quinzaine d'années, on multipliait par 5. Aujourd'hui, on multiplie par plus de 10. Alors pourquoi? Parce que, effectivement, et ça c'est plutôt un progrès que nous soutenons, c'est que nous avons travaillé le confinement, nous avons travaillé le recyclage et nous avons travaillé la pureté de nos produits. Ce qui veut dire que nous avons considérablement augmenté l'environnement des équipements principaux pour arriver à ce résultat. Une des composantes qui est importante, c'est que donc nous achetons beaucoup plus d'équipements, nous sommes très lourds en coût d'investissement, comme je le rappelais tout à l'heure, et aussi en énergie, parce que tout ce qui va concerner le recyclage et le confinement va être très consommateur d'énergie. Et donc aujourd'hui, il y a deux choses que la Commission doit prendre en compte pour assurer la sécurité d'approvisionnement. C'est que tout se joue au moment de l'investissement. Vous l'avez compris, Gildas a rappelé l'effort important qui était fait pour le paracétamol. Il faut savoir que la taxation du carbone aux frontières est très discriminante pour nous, puisque l'acier, l'aluminium que nous allons utiliser, le ciment pour construire nos usines sont taxés. Nos concurrents qui fabriquent en dehors de l'Union européenne ne le sont pas. L'énergie, si on n'arrive pas à se dire qu'en France, on peut avoir de l'énergie à 50 ou 55 euros du mégawattheure, nous serons complètement déclassés alors qu'il faut en consommer de plus en plus pour faire des produits confinés de qualité. Donc ça, ce sont deux éléments qui nous préoccupent beaucoup parce que les décisions d'investissement sont de moins en moins arbitrées en faveur de la France. Et ça, c'est un sujet de préoccupation majeure. Parce que si on veut pouvoir apporter une réponse rapide en cas notamment de pandémie, il faut avoir un tissu d'industriels capable de produire ces principes actifs au pied levé. Vous aviez interrogé le directeur général Jérôme Salomon qui avait donné l'exemple du Cisatracurium et qui s'était félicité, et nous aussi, en quelques semaines, d'avoir pu mettre en place une chaîne. Mais ça, vous pouvez le faire que s'il reste aujourd'hui des EuroAPI, des Sequens ou des Minakem qui sont capables de le faire. Parce que, comme un certain nombre de personnes que vous avez auditées, le premier réflexe d'un État souverain quand il y a une difficulté, c'est de fermer ses frontières pour garder la ressource pour sa nation. Et aujourd'hui, on est mal préparé. Très bien. Corinne Imbert qui voulait compléter sa question. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, merci messieurs pour vos réponses. Néanmoins, je vais revenir sur deux points. Alors, j'ai peut-être mal entendu, mais est-ce que vous avez répondu à la question quels pays prennent en compte ces critères, notamment environnementaux et sociaux? Voilà, s'il vous plaît. Et puis, je reviens parce que j'ai besoin de comprendre un peu mieux sur l'exemple du prednisone. Donc, vous me dites que vos sites produisent du prednisone et que la chaîne de fabrication du médicament est longue. Ce que j'entends évidemment.
pour autant, alors pouvez-vous nous dire combien de laboratoires fabriquent des spécialités à base de prednisone? Parce que si vous êtes capable de produire le principe actif, évidemment, moins il y a d'acteurs qui fabriquent aujourd'hui ces spécialités, plus tout incident sur la chaîne de fabrication, ou en approvisionnement, ne serait-ce que d'emballage, d'aluminium, etc., va impacter effectivement et va contribuer à ces ruptures d'approvisionnement. Parce qu'une fois qu'on a le principe actif, j'ai du mal à croire quand même que sur différentes chaînes de fabrication de la spécialité, on ait les mêmes problèmes partout. Or, ça fait bientôt 2 ans et demi qu'on a des problèmes d'approvisionnement dans ce médicament. Donc, si vous êtes capable de fabriquer le principe actif, à ce moment-là, qu'est-ce qui ne va pas peut-être que, évidemment, ce n'est pas de votre... vous y êtes pour rien, quelque part, mais j'aimerais bien quand même comprendre où ça dysfonctionne, au-delà de la simple approvisionnement en aluminium ou autre, alors tout le monde est concerné, ce que j'entends aussi, mais du coup, on voit bien que dans ces cas-là, on est un peu impuissant, parce qu'on va ramener les principes actifs, et pour autant, on a d'autres problèmes. On a d'autres problèmes pour la fabrication de la spécialité, avant qu'elle soit évidemment distribuée. Et puis, je voulais vous poser une dernière question et je m'en arrêterai là. Quels sont vos rapports avec le CEPS? Parce qu'évidemment, quand je vous pose la question de comment valoriser les critères environnementaux et sociaux, évidemment, on en vient à la valorisation concrète du prix. D'accord. Vous avez fait, vous l'avez dit, en 2020, des propositions, vous avez contribué à élaborer des propositions, mais aujourd'hui, alors vous n'êtes pas obligé de... quels sont vos liens avec le CEPS? Comment, à un moment donné, j'imagine que vous avez des discussions. Ce que vous nous dites devant la commission d'enquête, j'imagine que vous l'avez dit à d'autres, peut-être même au ministère, peut-être même au directeur de la CNAM, je ne sais pas. Mais comment, à un moment donné, vous influez pour faire reconnaître vos difficultés à la fois en matière énergétique, en matière de tout ce qui est taxé à l'entrée dans notre pays pour construire vos usines, et cette attente que vous avez, et que je pense que nous sommes un certain nombre à partager, de valorisation de ces critères dans le prix final du médicament. Et notre système fait qu'à un moment donné, le prix, on le regarde quand même, y compris en commission des affaires sociales lors de l'examen du PLFSS. Je vais compléter par mes questions. Je vous remercie. Parce que pour rebondir sur ce que vient de dire Corinne Imbert, on a visité donc EuroAPI et on nous a dit que finalement le plan de charge n'était pas maximal sur les corticostéroïdes. Or, ça fait quand même à peu près une dizaine d'années que pour l'épisode de bronchiolite hivernale, on n'a plus de corticoïdes en gouttes pour les nourrissons quasiment au bout de 15 jours. Et que donc c'est à chaque fois le même discours dans les médias. Et donc on voudrait comprendre, parce que ça a été une découverte finalement, on a découvert que les corticostéroïdes étaient fabriqués en France pour une part, alors que depuis des années, on nous parle de pénurie de corticoïdes. Et donc, comment expliquez-vous ce hiatus, puisque, voilà, on nous dit c'est toujours c'est fabriqué ailleurs. Là, en l'occurrence, c'est pas fabriqué ailleurs et on a quand même le même problème. Donc, on voudrait comprendre qu'est-ce qui explique cette pénurie. Moi, j'ai une deuxième question. Vous avez dit passer de la liste des 4000 MITM à 200 à 300 molécules. Qu'est-ce que vous entendez par molécules? Voilà, parce qu'il y a l'API, vous l'avez fort dit justement, il y a les excipients, après la forme galénique qui intervient quand même dans la disponibilité et la dispensation. Et donc, c'est quoi 200 à 300 molécules pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que si on est en manque d'excipients, évidemment, l'API seule ne suffira pas. Je continue, j'ai encore 2-3 questions. Donc la question sur le CEPS, je la reprends également à mon compte que vient de poser Corinne Imbert, parce que c'est un vrai sujet. Cette histoire du prix du médicament, suivant notre interlocuteur, est quelque chose de présenté comme étant un peu un chiffon rouge vis-à-vis de la France. Et donc la question que je souhaiterais poser, c'est comment voyez-vous un critère qui serait de différenciation positive, on va employer un peu les euphémismes, de différenciation positive vis-à-vis de ce qui est produit en France, en sachant que, d'après ce que j'ai compris, vous pouvez produire des API, mais derrière, la suite de la chaîne de valeur ne se déroule pas forcément en France ou en Europe, du reste, et que donc finalement, quelque part, c'est un sujet. C'est quoi le Made in France ou le Made in Europe sur le médicament et à quel moment le critère appel d'offres,
qui accompagnerait positivement une production qui serait à valoriser, parce que plus locale. Comment on prendrait ça, comment on prendrait ce critère-là en compte? Et puis, ma dernière question porte sur la NSF et ces fameux dossiers. Il semblerait qu'il y ait un dossier par agence. Est-ce que vous verrez un dossier par agence et donc par pays? Est-ce que vous verriez d'un bon œil qu'il y ait un dossier un peu unique européen qui interviendrait, puisque j'imagine que c'est comme pour tous les métiers et toutes les professions, plus on passe de temps administratif, moins on passe de temps à être opérationnel. Je vous remercie. Je vous remercie de ces questions. Sur le cas précis de la prénisolone ou des corticostéroïdes, effectivement, nos unités ne tournent pas au maximum de leur capacité. Pour autant, il y a souvent des ruptures. Dans l'étude que nous avons faite sur les M6, certains des produits étaient des corticostéroïdes et on a fait l'étude dessus. La problématique n'était pas le principe actif, un peu comme vous l'avez démontré. J'ai visionné certaines de vos auditions sur l'amoxicilline. C'est pas un problème de principe actif. S'il n'y a pas de principe actif, s'il n'est pas fabriqué en Europe, ça crée souvent des grosses difficultés. Mais dans certains cas, le fait de fabriquer le principe actif en Europe, d'en avoir même à disposition, ne règle pas les problèmes de tension qu'il peut y avoir sur un certain nombre de produits. C'est l'aval du principe actif qui peut poser problème. Et quand vous me demandez les MITM, les molécules, j'entends par molécules les principes actifs. Donc qui donnent plusieurs spécialités, mais il faut bien savoir que vous avez des particularités dans la fabrication des principes actifs. On parle des cytotoxiques, il faut des unités totalement spécifiques. On ne mélange pas des corticostéroïdes dans des usines de fabrication avec d'autres fabrications, puisque la FDA ou les règles de qualité l'interdisent. On a quand même beaucoup de contraintes de ce type. De la même façon, des antibiotiques qui sont fabriqués dans un atelier, on ne peut pas fabriquer à côté des antibiotiques d'autres produits, parce que le risque, même si nous faisons extrêmement attention à tout ce qui peut être contamination croisée, etc., les règles de GMP interdisent un certain nombre de choses de façon à assurer, je dirais, la sécurité maximale. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les molécules dont nous parlons sont des principes actifs qui sont ensuite vendus en Europe ou pas. Dans certains cas, je peux vous dire que nous ne vendons pas en Europe. Nous vendons en Asie des corticostéroïdes, nous vendons aux États-Unis. Il y a peu de ventes européennes. Et les produits européens proviennent, en termes de principes actifs, d'Asie et la galénique est faite en Europe. C'est vraiment un problème à considérer. Autre question. Alors, le CEPS, on participe très peu au CEPS. Depuis, je dirais, 1 an ou 2, oui, nous avons été intégrés dans un certain nombre de réflexions. Et notamment, nous travaillons actuellement sur le plan hivernal avec la NSM sur un certain nombre de ces sujets-là. Mais en tant que fabricant de principes actifs, notre avis n'est pas demandé, je dirais. Et encore une fois, c'est un des points clés. Je reviendrai sur ces 4 conclusions qu'on peut avoir sur les produits. La répartition de la valeur sur un médicament, elle va rarement côté fabricant de principes actifs. Nous sommes des gens qui, voilà, on fabrique les produits, le prix est le prix qu'on nous demande, mais on intervient peu, on a peu d'influence sur ce qui se passe après, sur ce qu'on sait et ce qu'on a pu constater dans l'étude que vous avez pu voir de PwC, c'est que si le prix est très très bas, ça limite le nombre d'acteurs qui veut travailler, acheter le principe actif pour la spécialité, ça en limite le nombre, ça limite les investissements de nos clients pour fabriquer plus ou moins de produits en galénique et que ça a forcément une influence. Le prix du médicament, quand il est trop bas, a forcément une influence sur les ventes que l'on peut faire notamment au niveau français. Mais après,
nous sommes très très peu impliqués dans la chaîne qui suit. Ça, il faut demander aux acteurs que sont les adhérents du LEM ou de CDMO France qui font la galinique et autres. Nous vendons le principe actif, ce que l'on peut constater, que c'est souvent on vend plus facilement au Canada, aux États-Unis ou même en Chine que parfois en Europe. Voilà, c'est un point. Sur la suite de la chaîne de valeur, peut-être, oui, Gilles, si tu voulais dire quelque chose. Alors, pour répondre à votre question, on n'a pas à notre connaissance des pays qui ont mis en place des standards environnementaux et sociaux et qui valorisent cela. En revanche, nous, on n'est pas en contact directement avec la commande publique et on a de plus en plus de clients qui sont les laboratoires pharmaceutiques qui valorisent ces critères. Donc, quelque part, ils doivent le valoriser d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'ils améliorent leur sécurité d'approvisionnement, ils améliorent leur image, ils répondent à des appels d'offres publics. Donc, on n'est pas en direct, mais nos clients le valorisent, et nos clients partout dans le monde. Donc, les Français sont plutôt très avancés. Je parlais tout à l'heure de Sanofi et UPSA, qui le valorisent clairement, mais des Pfizer, des Gilead, des Américains commencent à le valoriser également. Donc, quelque part, c'est peut-être le moment de le mettre dans les commandes publiques, puisque nos clients s'y préparent. Donc ça, c'est pour répondre à cette question. Sur la partie, le critère de différenciation qui rejoint un peu cette question, oui, une production moins carbonée en France est réelle, puisqu'on consomme pas mal d'électricité. Et aujourd'hui, aux États-Unis, en Asie, et notamment en Inde et en Chine, l'énergie primaire, c'est le charbon, essentiellement, et le gaz aux États-Unis. Donc on a un vrai avantage sur le poids carbone de nos principes actifs. Donc ça, c'est un vrai avantage compétitif pour parler de facteurs différenciants. Également sur la partie procédés et innovation de procédés, Monsieur Gaucher l'a rappelé, on a une innovation forte. Nos 3 groupes ont une R&D relativement plus forte que nos concurrents, qu'ils soient européens ou hors d'Europe. Déjà parce qu'on a une recherche dans la chimie qui est assez dynamique. Et on est capable d'innover sur des procédés moins impactants et donc d'aller chercher des critères de différenciation par l'innovation. Donc ça, c'est vraiment un deuxième critère différenciant. Et enfin, le troisième critère différenciant, c'est oui, une localisation en Europe permet d'avoir des chaînes plus courtes et donc d'éviter les pénuries, ou alors d'imposer une diversification des sources, non pas une diversification des entreprises, mais vraiment une diversification des zones géographiques. Pendant la crise Covid, on voyait certains de nos clients qui avaient pourtant fait le choix, et la plupart l'ont fait, et Frédéric l'a rappelé, le choix de diversifier leurs fournisseurs. Mais si tous les fournisseurs sont dans la même région du monde, ça n'apporte pas une vraie diversification. Donc je pense imposer des critères de vraie diversification et non pas uniquement de diversification d'entités légales peut être un critère différenciant. Voilà pour les 3 critères que je voyais. Monsieur Gaucher. Oui, alors pour compléter, je voudrais quand même dire que les États-Unis sont quand même en train de prendre en compte avant tout le monde ces aspects d'impact sur l'environnement. Je ne vous refais pas le coup de l'IRA, mais c'est une réalité. Nous avons nous-mêmes des usines aux États-Unis et nous pouvons constater l'impact de cette réglementation mise en place sous l'administration Biden. Il faut rappeler aussi que les États-Unis ont été très en avance sur la sécurité d'approvisionnement, puisqu'ils ont mis en place une loi qui force les pharmaciens à assurer la diversification de leur approvisionnement pour garantir la continuité. Donc je pense qu'il y a déjà des références dans le monde. Alors il y a une dernière question que vous avez posée et qui, pour notre industrie, est en partie répondue, puisque nous avons à l'échelle européenne une harmonisation qui a été faite pour le dépôt des dossiers pour la partie principe actif, puisque c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les DMF pour les molécules sous brevet, enfin les principes actifs sous brevet, pardonnez le jargon de chimiste, et pour celles qui ne sont pas sous brevet, c'est le CEP. Et quand vous avez un CEP pour un principe actif générique, tous les pays de l'Europe le reconnaissent. Donc ça existe. Et il faut savoir que, et c'est la partie confidentielle de ces DMF ou CEP, les étapes clés de la synthèse du principe actif sont décrites. Donc vous avez une référence. Si vous voulez dire que le principe actif a été fait dans l'Union européenne, vous pouvez tout simplement prendre comme critère
ce sont les étapes qui sont enregistrées dans le DMF ou le CEP. Donc on a déjà tous les outils. La vraie difficulté sur la sécurité de l'approvisionnement des principes actifs génériques vient de l'évolution de cette réglementation. Et on l'a bien expliqué, il y a eu 20 ans un transfert massif de la fabrication des principes actifs vers l'Inde et la Chine. Et à cette époque-là, c'était très facile de déposer un dossier. Depuis, il y a eu tout ce que la pharmacovigilance a montré comme essentiel pour assurer la qualité des médicaments. Et on peut considérer qu'au niveau du chimiste, le dépôt d'un dossier, c'est 2 à 3 millions d'euros. Et vous vous battez avec des Indiens ou des Chinois qui, eux, ont déposé leur dossier il y a 15 ans, pour lequel il n'y a aucune obligation de mise à niveau selon les critères nouveaux. Et donc ça, c'est une vraie barrière pour l'ensemble de l'industrie européenne à mettre sur le marché des dossiers de principes actifs génériques, surtout dans la liste des médicaments essentiels. Et le paracétamol est encore une fois un très bel exemple. Je vais juste compléter les propos de Frédéric concernant les CEP, ces certificats européens à la pharmacopée, pour vous dire que, en tant que fabricant, le moindre changement de pompe, de réacteur, de quoi que ce soit dans le process de fabrication, vous savez, le principe pharmaceutique, c'est de dire quand le procédé a été établi, on ne change rien, pas une virgule. La moindre modification qu'on peut faire sur l'analyse, sur le matériel, est envoyée à la NSM ou à l'EMA. Donc, il y a énormément de documents qui sont envoyés. Ce qui est regrettable, mais ce qui va se faire, c'est que rien n'est numérisé. C'est-à-dire que vous voulez avoir un accès à une molécule sur un site donné, vous avez des dossiers papier partout, les gens peuvent retrouver absolument tout. Le jour où l'EMA sera capable, d'un point de vue, je dirais, digital, de retrouver quels sont les fabricants, parce que comme le soulignait Frédéric, toute la chaîne, dès que vous êtes dans la fenêtre, ce qu'on appelle la fenêtre GMP, tout est enregistré. Tout produit qui a un CEP ou un DMF, vous avez l'ensemble des fabricants, vous avez l'ensemble des sociétés qui fournissent. On stipule quels sont les fournisseurs de matières premières. Donc vous avez tout l'ensemble je dirais, de la fabrication, tout ça est enregistré. Le seul problème, c'est que comme c'est sur des documents papier, il y a peu d'accès et on reste quand même assez aveugle parce qu'on réclame toujours en tant que fabricant européen qu'il y ait au moins un fabricant de telle substance qui puisse être considéré, qu'il y ait un volume minimal au niveau européen sur une substance qui soit donnée à l'un des fabricants. Mais tout ça n'est absolument pas gérable pour l'instant parce que tout doit se faire d'un point de vue extrêmement manuel, alors que quand on aura une vision beaucoup plus digitale de l'ensemble je dirais, du marché, ça sera beaucoup plus simple. Du coup, ça me fait rebondir sur des questions. Il y a plusieurs choses que, effectivement, pareil, quand on a été sur le site de C15, c'était les mêmes propos qui étaient tenus. Le fait de dire qu'en gros, vos usines ne tournent pas à plein. Vous pourriez produire plus. Donc, on est un peu... comment dirais-je, étonné, puisque sur des produits qui vivent des tensions, voire des ruptures, il y aurait possibilité de les fabriquer en réalité, ou en tout cas d'en fabriquer plus. Donc ça c'est ma première question, comment vous expliquez cela? Est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas produire plus, parce que vous n'avez pas l'assurance du marché, donc du coup vous êtes prudent, ce qu'on peut entendre. Ça c'est ma première question. Deuxième question, quand on est allé notamment à Lyon sur la pharmacie, ça s'appelle pas la pharmacie centrale, je me souviens plus que les hospices. Aux hospices civils. Oui, si, aux hospices civils. Ce que nous a dit le pharmacien qui nous a reçus, c'est de dire que quand un laboratoire ne veut plus produire tel ou tel médicament, qu'ils veulent bien le reprendre, en fait, ils n'ont pas la recette de fabrication. Et que la recette de fabrication, elle est top secret.
Et ça, c'est un handicap. Donc, c'est ma deuxième précision que je voudrais faire. Et la troisième, c'est que nous, depuis le début des auditions, par rapport au prix, outre que nous demandons une transparence parce que c'est une opacité terrible, mais il nous semble quand même important de prendre en compte un certain nombre de facteurs et que ça soit visible, c'est-à-dire ce que vous avez dit, bon, c'est le service médical rendu, ça c'est voilà, mais ce sont les critères environnementaux et sociaux. C'est le coût de la production, parce qu'on a vu quand même, notamment pour les médicaments innovants, des prix exorbitants, éthiquement absolument, voilà, je vais juste dire exorbitants, et donc c'est pas possible, alors que les coûts de production étaient bien plus petits. Et la troisième chose, c'est effectivement la marge normale de bénéfices que toute entreprise doit faire. Bon, ça, ce sont les critères qui nous semblent... Qu'est-ce que vous en pensez ? Monsieur Gaucher. Alors pour répondre à votre question, j'insisterai sur le fait que dans la chaîne que vous évoquez, il y a deux métiers distincts. Il y a celui du chimiste qui fait le principe actif et celui du pharmacien qui fait la préparation galénique, ce qu'on appelle trivialement le médicament. Donc, et on a de nombreux exemples où nous avons le principe actif qui est fabriqué dans nos usines et des ruptures sur le médicament proprement dit. Et ça, c'est une partie sur laquelle le chimiste est inopérant. Alors, on peut améliorer les choses par décision, je dirais, régalienne. Et c'est l'exemple que je citais tout à l'heure de M. Jérôme Salomon sur le cisatracarium, où là, on a été capable, à partir d'un principe actif qui n'était pas celui qui était dans le dossier du pharmacien, de le mettre sur le marché en quelques semaines. Donc ça, je pense que c'est un exemple à creuser, qui est la simplification de la mise sur le marché d'un principe actif qui n'est pas celui nécessairement dans le dossier tel que déposé par le pharmacien, mais qui correspond à une usine qui est parfaitement agréée par la NSM et qui est un procédé qui est déjà reconnu par d'autres clients qui ont des pharmaciens responsables qui l'ont validé déjà pour faire des préparations galéniques. Donc ça c'est probablement une piste que nous pouvons explorer en la matière. Alors, donc c'est vrai que c'est frustrant pour tout le monde, hein. On a régulièrement des discussions de constater que le principe actif est là et que les préparations galéniques ne sont pas dans les officines ou à la pharmacie de l'hôpital. Donc là-dessus, et c'est malheureusement une discussion tripartite, hein, j'y reviens, qui est absolument indispensable à mettre en place. Oui, effectivement, la discussion tripartite s'impose sur le paracétamol, sur cet exemple précis, sans l'apport d'UPSA et Sanofi. La seule production de principes actifs en France ne garantit pas la disponibilité des spécialités et ne garantit pas même la pérennité de cette installation dans le temps. Donc ça, c'est vraiment important. Et vous parliez également de qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on n'investit pas dans des capacités ou qu'on a des capacités sous-utilisées. Clairement, la demande, le facteur prix est le facteur déterminant. Donc si on n'a pas le niveau de compétitivité, qu'on ne couvre pas nos coûts, et comme vous l'avez dit, une marge raisonnable qui permet de rentabiliser nos investissements et surtout de continuer à investir dans notre outil de production, on n'a pas de marché. Donc la question du marché et de la demande de nos clients est absolument essentielle, d'où l'aspect de travail tripartite pour s'assurer que le laboratoire pharmaceutique ou son sous-traitant pour la galénique et le producteur de principes actifs travaillent conjointement. Et dans les projets sur lesquels travaille le gouvernement actuellement sur les MSIS, clairement, il vise à créer ces accords tripartites. Et c'est là-dessus qu'on parviendra à solidifier les chaînes de valeur. Enfin, sur le prix et la transparence, de notre côté, on est quand même sur des métiers fortement concurrentiels, des métiers où les niveaux de marge, on a de la R&D à couvrir, mais c'est sans commune mesure avec la R&D sur les médicaments innovants. Et quand un laboratoire pharmaceutique vient nous confier
la production de son principe actif sous brevet, par exemple, puisque j'imagine que votre question portait sur les médicaments hors de prix sous brevet. En général, on a plusieurs producteurs de principes actifs, on est en concurrence et on est sur une base coût de production plus marge. Donc, de notre point de vue vis-à-vis de nos clients, on n'a pas une transparence totale puisqu'il y a le secret des affaires, mais on est sur un niveau de transparence assez important. Et je pense que sur la chaîne de valeur, quand on voit le prix, il faut également l'assortir de certaines conditions. On parlait du CEPS tout à l'heure. On a un article qui permet de favoriser des investissements dans notre pays, que ce soit pour les médicaments innovants ou pour les médicaments futurs. On pourrait l'utiliser en contrepartie d'un partage d'informations et en contrepartie d'une sécurité d'approvisionnement. Et tous les projets qui ont été soutenus par le programme France Relance avaient ce type de contrepartie. Monsieur Touraille. Oui, ce que je voulais dire également, c'est que vous nous parlez de prudence de marché. Effectivement, comme vous le dites, nous avons des capacités de fabrication qui peuvent être plus ou moins définies sur chaque principe actif, même si on peut utiliser d'autres réacteurs. On peut très bien, ce qu'on appelle dégouloter nos productions et faire des volumes plus importants. En fait, comme je le disais dans mes propos liminaires, on est assez aveugle sur la demande. C'est-à-dire qu'on a une demande qui est bien identifiée chez les clients que nous avons identifiés, pour lequel notre dossier est enregistré. Dans bien des cas, nous tapons aux portes de certains d'autres, je dirais, clients pour que notre dossier soit enregistré de façon à ce qu'ils puissent s'approvisionner, mais c'est le bon vouloir de nos clients de nous enregistrer ou pas. Et dans bien des cas, nous sommes fabricants, mais nous ne vendons pas à des gens qui sont pourtant des exploitants de ce type de molécules. Donc oui, il y a toujours chez nous un tout petit peu de prudence, mais en règle générale, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance complète des volumes, même si QVIA donne beaucoup d'informations, mais on n'a pas forcément la connaissance complète de tout le marché aval qui utilise les principes actifs que nous fabriquons. Pour répondre à Madame la rapporteure sur la transparence des prix, vous avez noté qu'on a accepté de vous donner des éléments chiffrés très précis sur le cas de l'ésoméprazole. Bon, bien évidemment, on se met en risque parce que je vous ai communiqué une information critique, mais je pense que pour le propos de la Commission, c'était important d'avoir une idée. J'attire votre attention sur le fait, et je reviens sur mes chiffres, que ça tient à pas grand-chose, c'est-à-dire que 1 à 2% de plus du prix de la boîte avant honoraire de dispensation a un effet majeur pour le chimiste. Et ça, c'est un peu, je ne voudrais pas rentrer dans la catégorie des paysans qui se plaignent face aux distributeurs, ce n'est pas du tout le propos. Mais si on veut une industrie du principe actif souveraine en Europe en général et en France en particulier, le coût n'est pas exorbitant. C'est ça que je voulais passer aussi comme message. Un point auquel on n'a pas répondu, c'est la recette de production. Donc, comme on l'a dit, il y a deux métiers, il y a le chimiste et le pharmacien. Donc là, on parle pour le chimiste. Nous, le seul point qu'on a, c'est qu'on est en général sur des usines polyvalentes. Et donc, si on a la capacité à produire, avec l'ensemble des certifications qui vont bien, et un minimum de volume qui permettent de maintenir actif notre CEP, en l'occurrence, on est capable ensuite de moduler en fonction de la demande et de répondre très rapidement. S'il faut développer en un temps record un procédé de production de zéro, il faut de la recherche pour développer le procédé de production et notre concurrent ne va pas très gentiment nous le donner sur un plateau. Et en plus, même s'il nous le donnait sur un plateau, il faudrait qu'on l'adapte à nos capacités de production qui ne sont pas strictement les mêmes, ce n'est pas strictement la même taille de réacteur, ce n'est pas les mêmes équipements, ce n'est pas les mêmes sources d'énergie ou autres. Donc la partie développement du procédé, le point là, c'est plutôt il faut anticiper. Ce n'est pas forcément une question de transparence. Je pense que si quelqu'un, vous lui dites développez-moi cette recette de production, il faut juste qu'il ait le temps de la mettre en place, le temps de la qualifier, puisqu'on ne veut pas faire n'importe quoi, sinon il y a des patients qui risquent d'en subir les conséquences. Et l'anticipation, que ce soit sur la partie chimique qui nous concerne ou la partie galénique qui nous concerne et qui concerne nos clients, on peut anticiper, avoir les recettes prêtes,
avoir des contrats, que ce soit nos clients avec les hôpitaux ou nous avec nos clients, pour être prêts en cas de besoin à produire. Et c'est ça qui manque plus que la transparence. Je ne pense pas que la transparence soit un sujet. C'est si vous voulez développer un procédé de zéro, le paracétamol, on l'a fait en un délai record, on a mis 1 an et demi de développement. Voilà. Si vous voulez développer quelque chose sans transfert technologique, donc ce qu'on appelle dans le jargon un tech transfert, c'est minimum 1 an et demi de labo pour s'assurer qu'on arrive à la fin à la qualité du produit voulu, parce que je pense que tout le monde veut la qualité requise. Et j'ajouterais à ce point-là, donc vous parliez effectivement de recettes top secret. Elles ne sont pas top secret, vous les avez dans tout DMF et CEP, comme le précisait Frédéric, vous avez les procédés de fabrication qui sont enregistrés. Après, il s'agit donc en dehors de toute recherche et développement, de faire un transfert technique, comme on le fait parfois d'un site sur un autre. C'est quand même long. Ça nécessite quand même un certain investissement parce que vous êtes obligé de développer sur un autre site de fabrication une recette. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut qualifier, requalifier la production, requalifier le matériel, etc. Donc vous en avez pour 1 an ou 2 ans, si on suit absolument tous les principes. Mais faire un tech transfert, quand on a le procédé et qu'on veut le faire à l'identique, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire fréquemment. Ce que disait Gildas ou ce que disait Frédéric, c'est que dans bien des cas, on a constaté que la plupart des fabrications, elles avaient été faites en Europe. Ensuite, elles ont été transférées en Asie. En Asie, c'est toujours des procédés plutôt anciens qui sont utilisés. L'opportunité qu'a l'Europe actuellement, c'est de reprendre tous ces procédés, d'y mettre de la flowchemistry, de la catalyse enzymatique, des choses un petit peu plus modernes, et de réintégrer donc des fabrications qui sont plus vertes, qui sont plus économiques, et avec des procédés de fabrication qui sont plus innovants. Et c'est vraiment ce à quoi notre industrie voilà, se mobilise pour l'instant. Reste à savoir sur quelles molécules on doit faire ça. Nous, on le fait sur un certain nombre de molécules que l'on connaît, mais si on définit une liste de molécules, il y a peut-être des choses à faire dans ces domaines-là. Je vais juste, mais on pourrait encore poser beaucoup de questions, mais là, le temps va être contraint. Mais est-ce que vous êtes en relation avec l'EMA et est-ce que vous pensez que la question de l'agenda stratégique de consolidation de fabrication des principes actifs au niveau européen est quelque chose qui est en marche, en route, ou est-ce que il va se passer un petit peu de temps avant qu'on puisse envisager ne serait-ce que l'écriture de la première ligne? Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième, vous n'avez pas répondu à cette question des appels d'offres hospitaliers, parce qu'en fait, la masse critique de commandes, elle vient de ces appels d'offres. Et j'ajouterai les appels d'offres pour les cliniques privées, désormais, puisque ce sont des groupes ils deviennent donc des interlocuteurs importants dans la consolidation des commandes et du modèle économique. C'est quoi la condition du Made in France ou du Made in Europe? Est-ce que c'est l'API? Est-ce que c'est API, CDMO, façonnier, etc. etc. C'est quoi comment on fait? Parce que corticoïdes, par exemple, corticostéroïdes, voilà, on a un exemple qui est flagrant. C'est pas parce que c'est fabriqué en France que derrière on a suffisamment de produits. Donc c'est un vrai sujet parce qu'on nous parle à chaque fois de cette condition du fabriqué en proximité, enfin le plus en proximité possible, et finalement derrière la chaîne de valeur du médicament étant tellement complexe, on se dit quelque part que est-ce qu'il faut que ce soit un des éléments de la chaîne qui garantisse les choses? Pour répondre à ce point, dans la proposition qu'on avait faite il y a 5-6 ans, on avait imaginé une petite fleur avec 3 pétales, l'une qui correspondait au principe actif et qui donnait l'origine du principe actif, une deuxième qui correspondait à où se trouvait la galénique, et une troisième dans le cas par exemple de produits injectables, d'où venaient les dispositifs médicaux, etc. Et donc on avait imaginez ce petit dispositif-là qui permettait de donner une indication sur voilà, où était fait le principe actif. Et encore une fois, c'était des fois insuffisant parce qu'il faudrait regarder où toutes les matières premières sont faites, mais c'était déjà un premier terme. D'où venait
la seringue ou le dispositif médical important et où était fait la galénique. Voilà, c'était un point. Pour répondre à votre deuxième question, nous sommes peu en contact avec l'EMA. Nous répondons peu directement aux appels d'offres hospitaliers. Je vais passer peut-être la parole à Gildas pour la partie européenne et l'agenda européen. Sachez qu'on y participe, que la France est très vraiment très pousse énormément, que nous, en tant que SICOS, on pousse énormément aussi. On est vraiment, voilà, je pense qu'on a un effet sur le FCG et le CEFIC où on pousse beaucoup. La France pousse beaucoup au niveau européen et Gildas peut peut-être vous parler d'où on en est des travaux européens pour actuellement. Clairement, vous savez que la législation pharmaceutique européenne est en cours de révision. Un premier draft a été sorti, je crois que c'est fin mars. Il y a très peu de choses sur la pénurie. Il y a un non-paper, comme on les appelle au niveau européen, qui a été publié par 19 États membres et je crois que 2 ou 3 autres ont rejoint, donc on doit être à 21, 22 États membres sur 27, donc pratiquement tous les États membres, qui demandent à la Commission de travailler sur un Critical Medicine Act. Donc nous, c'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux depuis 2019, à savoir que de la même façon qu'on a un CHIPS Act, qu'on a un Critical Raw Material Act, qu'on a des secteurs stratégiques qui font l'objet d'un rapport spécifique visant à d'abord regarder quels sont les besoins de l'Europe en termes de principes actifs critiques ou de médicaments critiques. Je pense que c'est un premier point sur lequel il faut se poser. Ça passe par quelle liste de médicaments sont considérés comme critiques, qu'est-ce qu'on veut en Europe. Est-ce qu'on veut des critères environnementaux et sociaux à ce niveau-là ou est-ce qu'on veut une sécurité d'approvisionnement absolue? Est-ce qu'on veut une diversité des sources? Donc d'abord, c'est ce qu'on veut. Ensuite, je pense, et c'est très important, et Vincent l'a rappelé, c'est faire l'inventaire de ce qu'il y a, puisqu'on sait ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il y a. Et aujourd'hui, tout est en papier. On voit que l'EMA a du mal à rentrer dans le sujet de faire l'inventaire des capacités de production sur le principe actif, sur la galénique, sur les dispositifs médicaux. Or, elle a toutes les informations, puisque notre industrie est quand même celle qui est la plus contrôlée du monde, enfin en Europe en tout cas, c'est une des industries les plus contrôlées. Elle a la possibilité d'avoir ces informations et de faire un mapping des capacités existantes. Et ensuite, si les capacités existantes ne répondent pas à ce que politiquement l'Europe, à ce dont politiquement l'Europe souhaite se doter, et bien dans ce cas-là, des mesures adaptées pour combler le différentiel entre ce dont on a besoin et ce dont on dispose. Le problème, ce Critical Medicine Act, tout le monde le veut. Nous, ça fait depuis 2019 qu'on le demande. On a un certain momentum sur le sujet. Il ne reste plus qu'un an à la Commission européenne, donc soit elle se met au travail avant l'été, soit on attendra la prochaine commission, enfin, pour être tout à fait honnête. Donc, mais elle a toutes les infos. Enfin, c'est maximum 6 mois de travail. Hein. C'est juste, il faut qu'elle considère ce sujet comme important. Elle l'avait considéré comme important à 2 moments. En novembre 2020, lors de la publication de la stratégie pharmaceutique européenne, où elle montrait l'évidence de couper la dépendance de l'Europe aux autres régions du monde pour la production de principes actifs. Et ensuite, elle a renouvelé en mai 2021 en considérant la production de principes actifs comme un des 6 secteurs stratégiques de l'Europe. Il n'y en avait pas 150 000, il y en avait 6, parmi lesquels les batteries, l'hydrogène, les chips et les principes actifs, y compris les matières premières critiques, etc. Et dans tous les autres, il y a eu un acte, et il n'y a que les principes actifs qui ont été orphelins de cet acte, alors que c'est quelque chose de particulièrement important. Donc il est encore temps de faire quelque chose, mais il faut qu'ils se mettent vite au travail. Pour finir de répondre à vos questions, Madame la Présidente, sur les aspects comment faire d'un point de vue pratique, hein, je me permets de revenir sur ce point-là. Encore une fois, si vous voulez dire, en France ça me paraît exclu vu les lois européennes, mais dans l'Union européenne, si vous voulez dire que le médicament a été fabriqué dans l'Union européenne, pour la partie chimie, vous pouvez prendre ce qui est enregistré dans le DMF ou le CEP, et là, c'est transparent. Les agences le savent puisque les usines doivent être identifiées et enregistrées. Donc, vous savez si elles sont sur le territoire européen ou pas.
La galénique, c'est la même chose, puisqu'il y a une unité en général de lieu pour l'étape galénique. Il n'y a qu'une seule usine dans la plupart des cas. Donc là, pareil, l'usine est sur le territoire européen, nous, elle ne l'est pas. Sur les dispositifs médicaux, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais au moins sur l'essentiel du marché, là, vous avez un point pratique pour savoir si c'est fabriqué en Europe ou pas, et vous pouvez mettre une barrière, enfin un périmètre que personne ne vous contestera, qui est celui du dossier d'enregistrement. Alors sur les appels d'offres, on n'a pas répondu à cette question qui est un peu technique. Il y a aujourd'hui 2 écueils. Nous sommes fabricants de principes actifs pharmaceutiques, nous ne sommes pas fabricants de médicaments. Donc pour que ce que vous dites puisse exister, il y a 2 choses qu'il faut faire. D'abord, il faudrait généraliser les préparations magistrales. C'est ce que vous avez vu sur l'amoxicilline, c'est-à-dire que, d'une manière étendue, des pharmaciens, et en l'occurrence, par exemple, les pharmacies hospitalières, pourraient acheter les principes actifs et faire les préparations magistrales. Donc ça, ce serait possible, moyennant des investissements colossaux. Voilà, il faut être réaliste. Et la deuxième chose, ne perdez pas de vue qu'un médicament n'arrive pas en officine comme ça. Il y a ce qu'on appelle un pharmacien responsable qui engage son nom sur la qualité du médicament. Et ça, c'est spécifique à la partie galénique. C'est très rare que l'usine de fabrication du principe actif ait un statut d'établissement pharmaceutique. Nous sommes largement encadrés et contrôlés, mais nous ne sommes pas pharmaciens responsables. Donc c'est pour ça que nous ne répondons pas aux appels d'offres. Ma question, c'était quand on rédige un appel d'offres en référence voilà, à une fabrication plutôt en circuit court ou semi-court, on va dire les choses comme ça. Évidemment, vous ne participez pas à la contractualisation, mais il y a une façon de rédiger l'appel d'offres qui permet de ne pas oublier un des éléments de la chaîne de valeur. Et quand on parle des API, il y a quand même les matières premières. Les matières premières aussi, je veux dire, si on pousse à l'extrême la chaîne de valeur, il y a les solvants, il y a tous les éléments essentiels qui servent à fabriquer l'API ou l'excipient du reste. Et là, pour le coup, est-ce qu'on introduit ces questions-là? On voit bien que c'est un peu vertigineux compte tenu de la complexité de la chaîne du médicament. Il y a un chiffre clé, si vous permettez, Madame la Présidente, qu'on ne vous a pas donné, mais qui a été maintenant assez correctement étudié et qui a été pris en compte par la DGE. C'est que quand vous regardez la chaîne du médicament, entre 83 et 86% des émissions de gaz à effet de serre sont dans la partie fabrication du principe actif. Donc, si vous rentrez une notion territoriale, on va se heurter aux règles de l'OMS. Si vous dites le DMF doit correspondre à des fabrications sur le sol européen, c'est compliqué. En revanche, compte tenu du poids RSE colossal du principe actif, je rappelle, en moyenne 85%, ça, c'est un critère que vous pouvez imposer et qui est logique à la fois avec la politique de la France et la politique européenne. Et qui est un avantage d'ailleurs que... Je vous remercie beaucoup, à moins que vous souhaitiez intervenir avant la fin de cette audition. Eh bien, je vous en prie, puisque je conclurai moi-même. D'accord. Donc, non, je voulais simplement rappeler les messages clés du SICOS en termes de conclusion. Vous dire que la réindustrialisation, elle doit se faire. On y est vraiment très favorable, mais elle ne pourra se faire que sur un périmètre défini. Il faut bien faire attention de bien définir le périmètre à sécuriser et sur toute la filière. Qu'il nous faut une symétrie des politiques publiques, sécuriser bien sûr l'offre industrielle. On a beaucoup été aidé par les gouvernements dans ce domaine-là, mais que la demande doit être sécurisée aussi en parallèle. C'est extrêmement important pour nous puisque ça donne de la pérennité et de la vision. Que la prise en charge des critères environnementaux et sociaux pour nous est essentielle, qu'elle fait partie de la constitution de notre prix et qu'elle n'est pas pour autant suffisamment reconnue dans l'établissement des prix. Et que le dernier point, c'est qu'il ne faut pas oublier la dimension européenne. Elle est critique. Et qu'on ne fera rien, toutes les solutions ne peuvent se gérer qu'au niveau européen.
reçu. Merci beaucoup pour ce message de conclusion qui ne sont pas tout à fait en contradiction avec toutes les auditions que nous avons eues précédemment et l'idée qu'on se fait de cette commission d'enquête. Je vous remercie aussi beaucoup de la qualité de vos réponses. Peut-être aurez-vous à compléter, si besoin, par écrit sur quelques questions particulières. Nous allons travailler entre nous pour vous proposer cela et je vous remercie beaucoup. Et je dis à mes collègues qu'on se retrouve dans l'après-midi pour d'autres auditions. Je vous remercie.